beaucoup, forcément, j'ai commencé par du judo dans les années 50. Et puis après, j'ai commencé à pratiquer le karaté-do, avec Henri Play, qui est celui qui a apporté le karaté en Occident, en fait. Et puis après, par le fait de circonstances, j'ai pratiqué de l'aïkido et du taekwondo. Et j'ai découvert ces arts martiaux chinois aux États-Unis à l'occasion d'un stage en 1969. Et après, je me suis plus attaché à la vision chinoise, mais en respectant toujours tout à fait mes pratiques antérieures. Des pratiques japonaises, des pratiques coréennes, qui me semblent tout à fait louables. Hein. C'est un choix personnel parce que la Chine me semblait correspondre plus à ma façon de penser que le Japon, mais sinon j'ai toujours énormément de respect pour ces pratiques japonaises qui m'ont nourri au départ. Toute ma pratique des arts martiaux, arts chevaleresques, du budo était au départ soit du judo, soit du karaté-do, soit de l'aïkido, soit du yaido, le sabre. Et après, l'évolution s'est faite à partir de la découverte des arts chinois, qui sont un ensemble extrêmement riche et extrêmement complexe, qui allie justement les pratiques de santé, les pratiques de combat, des pratiques de bien-être, des pratiques chorégraphiques, on ne peut pas le nier. Ça peut être très, très beau, artistiquement, ça peut être très beau. Et donc c'est ça qui m'a séduit aussi, l'aspect pragmatique des choses, mais aussi un aspect artistique et culturel. J'ai eu des enseignants très qualifiés, occidentaux, extrême-orientaux, chinois. J'ai pratiqué notamment 10 ans avec un enseignant chinois qui lui-même avait eu cette transmission d'une façon familiale et héréditaire, et donc qui m'a permis de rentrer dans ce milieu quand même assez fermé de ces pratiques chinoises de clan. Et donc de rentrer dans une pratique ce que j'ai considéré comme classique. Le terme traditionnel, c'est pareil, m'ennuie un peu, mais c'est beaucoup plus classique que traditionnel, mais aussi évolutive. Ça peut très bien ressembler à certains instants à du chant grégorien, et à d'autres moments, ça peut être du free jazz. C'est aussi la différence avec beaucoup de pratiques qui ont été limitées à une époque précise, donnée, et qui se limitent à des pratiques. Là, c'est vraiment très très libre. Ça peut être du très classique, plus classique que le classique, et ça peut être aussi très très libre. Comme du free jazz, on peut faire un bœuf dans la pratique en se libérant le plus totalement possible. Il n'y a même pas de terme. On n'a pas de terme pour préciser. On peut dire spontané, mais il n'y a rien de spontané. On peut dire naturel. Naturel, c'est une sorte de label écologique. C'est vraiment, si on dit libertaire, bon, voilà, on sait pas, il n'y a pas de terme. C'est une liberté d'action très vaste. C'est Tai Chi Chuan, c'est le point du grand fait, parce que Tai Chi, c'est un concept philosophique chinois, donc Tai Chi Chuan, c'est un art martial interne qui est basé sur la pratique de mouvements qui miment des attaques et des défenses, et qui permettent d'entretenir la santé par la circulation de l'énergie. Mais c'est un art martial, avec des applications, avec des poussées de main, avec de la pratique de sabre ou de bâton ou d'épée. Alors que le Qigong n'a pas cette vision martiale, c'est uniquement une pratique d'entretien de santé, d'éveil et de bien-être, mais qui n'a aucune connotation martiale. Par exemple, le Qigong remonte à... On a des preuves historiques de l'existence du Qigong dans 200 avant Jésus-Christ, dans la tombe de Ma Wangtui, alors que le Tai Chi Chuan remonte au XVIIe, XVIIIe. Donc il y a déjà une différence de temps. Mais originellement, c'est des pratiques qui s'attachent à la philosophie classique chinoise, à la pensée chinoise classique. C'est simplement la mise en œuvre des principes de la philosophie chinoise dans des applications, soit liées à la médecine, soit liées au bien-être, soit liées aux arts du combat. Pratiquer à partir d'un très jeune âge et jusqu'à un âge très avancé. Comme il y a énormément de types de pratiques, très physiques, par contre, ou alors très tranquilles, très paisibles, on peut les adapter à tous les âges de la vie et toutes les conditions humaines. Ce n'est pas justement limité au côté sportif, comme on le croit trop souvent en Occident, où on pratique entre 16 ans et 30 ans et après on est à la retraite. Là, on peut pratiquer bien avant, vraiment, à partir du moment où on sait marcher, on peut commencer à pratiquer, et on peut continuer à pratiquer par ses 85 ans, 90 ans. Il y a énormément de maîtres chinois qui continuent leur pratique, hommes ou femmes d'ailleurs, à un grand âge. C'est aussi l'avantage. C'est vraiment une pratique de prévention qui régularise la tension sanguine,
qui permet d'approfondir la respiration, de travailler une respiration très profonde, d'obtenir des états de conscience de retour au calme, donc tout ce qui peut favoriser une prévention et une santé réelle. C'est vraiment une pratique de prophylaxie très importante. Et donc il y a un effet de profondeur sur la santé. Dans un premier temps, il y a une notion de bien-être, dans un deuxième temps, il y a une notion de santé, dans un troisième temps, il y a une notion de longévité. Et à la limite, pour les taoïstes, il y avait aussi une notion presque d'immortalité qui consistait dans la fusion avec le Tao, de faire partie intégrante du Tao. Et dans ces cas-là, c'était considéré comme une des formes qui permettait d'atteindre une certaine forme d'immortalité. Mais on peut être immortel aussi quelques minutes par jour aussi. C'est une vision très pragmatique. Il faut tenter de pratiquer tous les jours. Moi, j'ai commencé en 1958 ces pratiques et je pense que, sauf des cas d'accident ou autres, j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours essayé de pratiquer un peu chaque jour. Et de manière très continue. En fait, c'est comme pour polir quelque chose, c'est comme un galet qui se polit, la mer vient, revient, et petit à petit le galet se polit. Si on jette une pierre dans l'eau et qu'il n'y a qu'une seule vague, il ne sera jamais poli. Donc c'est par le temps, c'est par la répétition, c'est par la constance, une certaine conscience en fait. La conscience aussi, c'est d'être consciencieux. Et donc c'est de réaliser cette pratique au fur et à mesure, toujours et encore, à chaque jour. Et à la limite, plus on va mal et plus il faut pratiquer. C'est pas seulement pratiquer quand ça va bien, quand il y a un coup de barre, un coup de pompe, un coup de fatigue, bah là justement c'est là où la pratique permet de se sentir bien. C'est pas de se sentir mieux, c'est de se sentir bien. Et ça c'est le trésor de la pratique qui est là. Il vaut mieux avoir un professeur, oui, compétent, c'est évident, comme dans toute pratique. On peut pratiquer par soi-même, on peut copier, mais c'est bien d'être conseillé, en fait. Professeur, je ne sais pas, mais c'est bien d'être bien conseillé. Pour éviter les erreurs, il y a quand même des mouvements, ne serait-ce que pour transmettre certains secrets, il y a quand même une nécessité d'avoir quelqu'un de compétent qui les connaisse. Et donc, pour éviter de se blesser soi-même, ou même de blesser les autres, sinon il y a des risques. Donc c'est d'étudier les raisons de la pratique et surtout les limites, d'en connaître les limites. Et ça, quelqu'un qui a déjà cheminé sur la voie peut mieux connaître les limites que quelqu'un qui arrive dessus. C'est un peu comme en montagne. L'enseignant est une sorte de guide qui va éviter les écueils et qui va peut-être rendre le voyage moins risqué. Évidemment, pour les bases, ça me semble tout à fait nécessaire même. Moi, mes pratiquants qui pratiquent en cours ont souvent un support de vidéo, simplement parce qu'ils peuvent pratiquer chez eux avec ce support en commettant moins d'erreurs. Donc c'est une chose même indispensable. À mon avis, si les maîtres des temps anciens, les enseignants avaient eu ces moyens, là, ils les auraient utilisés, il n'y a aucune raison. Bon, peut-être il y aurait eu le problème du secret, quoi, qui aurait été un peu rompu, mais d'un autre côté, c'est vraiment une chose qui, à notre époque, semble très favorable à la transmission d'un savoir. Merci.